car aucun homme vivant ne peut faire autrement que de prendre parti pour telle ou telle classe, une fois qu'il a compris les rapports existants entre elles. Lénine. Patrick Besson, Tout le pouvoir aux soviets. Stock, 2018. Ma dernière nuit à Moscou, capitale de la Russie lubrique et poétique. Je travaille dans l'argent, et l'argent, c'est la prudence. Elle me regarde avec une insistance étonnée. Elle dit qu'elle n'a pas soif. A-t-elle sommeil? Si oui, je l'emmène à mon hôtel. Il faut d'abord, me dit-elle, qu'elle appelle son mari pour obtenir son accord. Je lui dis que je peux l'appeler moi-même. Entre hommes cultivés, nous finirons par trouver un arrangement. Qu'est-ce qui me fait croire que son mari est cultivé, demande-t-elle. Elle entre dans mon jeu, c'est bien. On progresse vers le lit. C'est là que mon arrière-grand-père, Vladimir Dodikov, travaillait, dit Tania. Dans les pièces hautes de plafond, on a tendance à regarder le plafond, ce que nous faisons. C'est bien peint, dis-je. Mon arrière-grand-père n'est pas peintre et il est mort en 1968. Maître d'hôtel, lui aussi? Je ne suis pas maître d'hôtel, j'ai des parts dans l'établissement. Cette salle était le siège du comité exécutif central de Russie, après que les bolcheviks eurent quitté Pétrograd pour Moscou, et avant qu'ils ne s'installent au Kremlin. Ni serveuse ni prostituée, historienne. Ton arrière-grand-père a fait la Révolution? Oui. Après, il a été l'un des dirigeants de l'Union des écrivains. C'était un salaud. Deux. Ce soir, son fils Marc, le banquier, est en Russie. L'espoir du XXe siècle, puis son désespoir. Le pays de la liberté transformé en prison. Et aujourd'hui, quoi? René Martouret l'ignore, car il ne croit pas les médias français bourgeois et n'aime plus les médias anti-bourgeois, encore trop bourgeois. L'histoire du monde est désormais pour lui une brume dans laquelle il avance en chancelant, sans trop regarder, sauf en arrière. L'amant du futur, devenu, de par son âge et les circonstances, celui du passé. Il n'est plus allé à Moscou depuis son premier voyage de novembre 1967 et n'y retournera plus. Fidèle à l'URSS jusqu'au bout de ses ongles rongés. « Ne tronche pas les ongles », lui disaient Georges Marchais et Gaston Plissonnier pendant les rencontres informelles dans de bons restaurants de banlieue ou à Fabien, PCF, ORTF. René Martouret n'a pas pris sa retraite à la campagne car il préfère la ville. D'abord pour ses couleurs. À la campagne, il n'y en a qu'une, le vert. Puis pour son bruit. René déteste le silence. Ce qu'il aimait dans le PCF, c'était son vacarme. Celui des manifs, des meetings, des ventes de l'UMA sur les marchés le dimanche matin. Quand j'entends les klaxons, dit René, je sais que je suis vivant. Son goût pour le passé. À la campagne, il n'y a que le présent des saisons. Vous parlez un français parfait, dit René. Il hésitait à tutoyer et à appeler camarade un homme qui avait l'âge d'être son grand-père. En France, les communistes étaient jeunes. Ils représentaient l'avenir. En URSS, ils étaient vieux, semblant venir du passé. J'ai vécu à Paris dans mon enfance et ma jeunesse, dit Dodikov. Mon père était diplomate et mon meilleur ami était Lénine. René sentit son cœur marxiste s'emballer. Il avait devant lui un homme qui avait eu Lénine devant lui. Il n'avait rien à lui demander. Sur Lénine, il en connaissait un rayon. Le Mozart de la Révolution d'octobre. En avait écrit toute la musique. Dodikov rectifia. Disons plutôt que Vladimir Ilitch était mon maître et que j'étais son disciple. Disciple, c'est le nom qu'on donnait aux marxistes au XIXe siècle, en référence à Jésus Marx. Un toast ? Lénine mit plusieurs mois à me convaincre de renoncer à la littérature pour faire de la littérature de propagande, c'est-à-dire son opposé. Je brûlais dans l'une des cheminées de l'ambassade, rue de Grenelle, mes premiers romans, nouvelles, drames et autres essais de littérature non révolutionnaire. Mon père, qui assistait à la scène, se félicita que j'abandonne l'écriture, filière professionnelle incertaine, au profit, pensait-il, d'une carrière dans la haute fonction publique. Dans un sens, il n'avait pas tort. Sans cette autodafé de 1909 à Paris, occuperais-je aujourd'hui ce poste de directeur à l'Union des écrivains.
Dans la finance comme dans le football, il n'y a pas de passé. Les matchs se gagnent ou se perdent les uns après les autres, comme les fortunes, avant d'être effacés de l'histoire. L'argent est présent, ou absent, ou à venir. Il est fluide, ne s'accroche à rien, ne laisse aucun souvenir ni monument. C'est une créature informe qui se modifie de seconde en seconde, le contraire en somme de l'art. René est son vieux Montparnasse. À l'époque surréaliste, il n'était pourtant pas né. C'est un enfant du pétainisme, 2 juillet 1942, a failli du reste s'appeler Philippe. Mes grands-parents n'étaient pas des collabos, bien qu'ils se soient enrichis sous l'occupation, charcutiers-traiteurs. Ce qui leur a permis de payer à leur fils unique de longues études de cinéma qui l'ont amené à la télévision. Il n'y a qu'avec lui que je déjeune à la coupole. Dans la finance, on mange mieux. C'est là qu'Aragon et Elsa Triolet. Oui, papa, je sais. Je sais que tu sais, mais j'aime me répéter. La rencontre de mon père et de ma mère à Moscou en novembre 1967. Avant de s'envoler pour la capitale de l'URSS, papa avait vu dans un cinéma des Champs-Élysées Les Aventuriers de Robert Enrico. Il était, dès les premières images, tombé amoureux de ce mannequin canadien-anglais qui jouait comme une chaussure. Maman était meilleure comédienne. Shimkus a arrêté le cinéma à 26 ans et ma mère à 22, juste après son arrivée en France.